Oui, il y a quelqu'un qui, sur ce plateau, était en train de se plaindre de la lecture des noms, parce que Cyril ne veut pas qu'on l'appelle, ne veut plus qu'on l'appelle Cyril. C'est lui pourtant qui nous avait donné son prénom. Et il a tout de suite réagi. Maintenant, c'est Mobimba Ashimba. Voilà. Et je voulais vous dire, avant qu'il me dérange, que nous avons bien fait, à la demande de Cyril, parce que c'est lui qui a proposé que nous puissions relire tranquillement, relire sagement notre hymne national, parce qu'il y a des choses que nous allions découvrir. C'est vrai que moi, je pensais que je connaissais tout l'hymne national. Quand on a relu cet hymne national, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je répétais comme un perroquet. C'est vrai qu'à 10 ans, quand nous l'avons appris, nous n'avons pas retenu grand-chose, mais j'ai continué à le chanter sans en tirer ce que j'ai appelé la substantifique moelle. Et la plupart de nos téléspectateurs qui nous ont suivis ont trouvé que cette émission était intéressante, et notamment notre ami Gilbert Tshibangou qui est avec nous sur le plateau, vous le verrez tout à l'heure, c'est ce qui a motivé le fait qu'il soit avec nous ici. Je vais vous présenter mes invités tout de suite. Ne vous déplacez pas, monsieur le caméraman, puisque nous allons justement commencer par Mobimba Ashimba. Mobimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kimamchi. Deuxième personne, ce que je vais présenter, c'est monsieur Modeste Bonigaba. Alors, le caméraman peut nous montrer maintenant, tourner et nous montrer Gilbert Tshibangou. Il aurait dû le faire lui-même. Alors, monsieur Gilbert Tshibangou, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. C'est le tout nouveau venu, le tout jeune du groupe. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est parce que cette émission que nous avons faite la fois dernière vous a plu, que vous nous avez appelé et que nous vous avons admis dans le groupe. Vous voyez que c'est très facile de venir grossir les rangs de profondeur pour ceux qui nous critiquent et qui croient que c'est un groupe d'amis. Gilbert, je ne le connaissais pas, je l'ai connu parce qu'il m'a appelé et il a dit son intérêt de suivre cette émission. Alors messieurs, puisque nous avons lu cet hymne national dans l'essentiel, nous allons peut-être demander à Gilbert Tshibangou de nous dire un petit en gros ce qu'il a retenu, pourquoi cette émission a été intéressante. Et je me permets, voilà, monsieur Tshibangou, oui. Dites-nous tout. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre émission précédente et j'ai trouvé que la préoccupation qui était la vôtre pour initier cette émission-là, j'ai trouvé que je partageais avec vous cette préoccupation-là. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai eu à enseigner l'hymne national aux élèves et en leur enseignant cela, parce que c'est une chanson, on ne peut pas commencer directement par la mélodie, on commence par le texte, on le lit, on le comprend et puis après il y a la mélodie qui peut suivre. Alors, j'ai trouvé que votre émission de la fois passée m'a rappelé cette époque-là, quand j'ai enseigné. Ces beaux moments. Voilà, ces bons moments que j'ai partagés avec mes élèves de cette époque-là. Peut-être qu'il y en a qui me suivront aujourd'hui et qui vont se reconnaître. Alors, ça m'a rappelé tout cela, mais j'ai aussi appris de vous, en vous écoutant parler de l'hymne, de l'élan qu'on peut prendre. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne chose, et il faut que je contribue, que j'apporte ma pierre à cet édifice-là qu'ils sont en train de construire. Voilà ma présence ici. Voilà. Ah ben, vous allez apporter cette pierre à l'édifice, parce que nous sommes en train de construire ce pays pierre sur pierre. Et mon ami Mobimba Ashimba, je suis obligé de chaque fois jeter un regard sur le nom, je risque de me faire engueuler. Alors, Mobimba Ashimba, c'est vous qui avez proposé le sujet. Pourquoi l'avez-vous proposé? Parce que les téléspectateurs vous ont donné raison.
Moi, c'est d'Australie qu'on m'a appelé. Modeste Bonigaba, c'est d'Haïti qu'on l'a appelé, parce que l'émission est suivie sur le net, sur le YouTube. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous nous proposiez ce sujet? Jean-Pierre... Alors, lui peut appeler. Non, nous avions parlé déjà de cette question autour de ces plateaux. Ça doit être vers 2005 ou 2006. Et c'est parce que une discussion avait eu lieu autour de jeunes intellectuels qui se plaignaient que au Congo, on n'a même pas une vision, les dirigeants ne savent même pas où ils s'orientent, on ne sait même pas se référer à quoi que ce soit. J'avais dit non, on se plaignait trop, parce que si vous regardez l'hymne national que vous chantez tous les jours, il est question de quelque chose de très précieux là-dedans, parce qu'on dit les Congolais doivent se mettre debout à cause des fronts longtemps courbés pour qu'ils bâtissent dans le labeur. Le labeur, c'est vraiment le grand travail. Dans le labeur, un pays plus beau qu'avant et qu'on doit léguer à la postérité. Donc c'est une philosophie de vie, c'est toute une philosophie de vie. Et quand on doit chercher d'autres visions du monde, mais quelle vision pour bâtir la société, la nation congolaise, la société congolaise, c'est sur base de ça qu'on doit dire que le labeur, le travail, tout le monde doit avoir le travail. Quand on dit paix, justice, travail, je sais pas, on a changé maintenant, paix, justice, travail. On a également la justice là-dedans. On a également la paix et le travail. Il ne faut pas perdre les téléspectateurs, on n'a pas perdu, on n'a pas changé la devise. Non, on n'a pas changé. Moi j'ai dit justement parce qu'on n'a pas changé. Mais on ne s'y réfère pas, on ne bâtit pas, les gens ne s'inscrivent pas dans la logique que la paix est quelque chose qui est recherché, que le père de l'indépendance, on pensait à la paix, au travail et à la justice. C'est une trilogie qui tient la société. Si on ne réussit pas, on ne réussira pas l'avenir du pays. Voilà. Nous avons parlé justement de cela, de l'élan qu'on a commenté, également de la paix, de la souveraineté. Monsieur Modeste Bonigaba. Oui, on a parlé de tout ça, mais notre ami Moubimba vient de nous montrer que n'a pas suffi de chanter l'hymne national pour qu'on puisse effectivement intérioriser le message. Parce que manifestement, dans notre comportement d'aujourd'hui, on est complètement à côté. Il s'agissait de construire les nouveaux Congolais à partir de ce message-là. Parce que le Congolais qui hérite le Congo, sa mentalité c'est celle du colonisé, d'ancien esclave. Il faut maintenant construire un nouveau Congolais à partir de ces matériaux. Et on se rend compte que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. J'allais dire possible. Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas encore été fait. Et donc, le travail qui reste est encore immense. Parce qu'il faut forger ces nouveaux Congolais qui puissent effectivement se dire bâtissons, dressons nos fronts. Pour un ancien colonisé, c'est important de d'abord dresser le front. Or, lorsque Mabika Kalanda vient dire qu'il faut la remise en question, parce que c'est la base de la décolonisation mentale, bon, on l'écoute avec sourire, mais personne ne réalise qu'effectivement c'est ça le point de départ du tout. Pour n'avoir pas fait ça, voilà que nous sommes toujours en train de nous demander mais qu'est-ce qu'il faut faire, quelle ligne suivre, etc. Donc il y a encore un immense chantier devant nous. Monsieur Gilbert Chibangou. Oui, j'ai suivi avec attention Monsieur Modeste. Quand je vous suivais hier, j'ai pensé d'abord au titre de l'hymne.
debout congolais. Lorsqu'on dit debout, en fait, c'est un ordre qu'on donne. Et quand on est debout, bon, il n'y a pas que la position debout qu'on connaît. On peut être assis, on peut être couché. Quand on vous dit debout, quand vous êtes debout, vous êtes mieux apte à réagir par rapport à celui qui est assis, par rapport à celui qui est couché. Donc, c'est un ordre que les compositeurs ou les concepteurs de l'hymne, je préfère plutôt concepteurs parce que c'est toute une philosophie qu'il y a là-dedans, je crois que c'est un ordre qu'ils ont donné aux Congolais pour nous dire debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez prêts à intervenir, soyez prêts à réagir, soyez alertes. Une façon de nous réveiller, de nous mettre dans une disposition de promptitude à réagir, à intervenir, à faire quelque chose. C'est contraire à la léthargie, à l'oisiveté. Quelqu'un qui est debout, il a ses sens en alerte et il peut intervenir lorsqu'il y a quelque chose. Il peut se mobiliser. Il est mobilisé pour le travail d'ailleurs. La mobilisation. Ouais. Et lorsque plus loin on parle de peuple ardent, ça va aussi dans le même sens. Mais là, on ne donne pas un ordre, mais on constate que le peuple est ardent. Mais est-ce que nous le sommes réellement? Non. Est-ce que nous le sommes toujours? Parce que nous l'avons été. Le colonisateur nous a fait travailler et nous avons travaillé. C'est ça. Et donc, si nous n'avons pas travaillé, c'est parce que plus tard, peut-être que la mobilisation n'était pas suffisante, peut-être que l'explication n'avait pas été donnée, non? Ok. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons perdu et que nous devons reconquérir. Ce que vous dites là est vrai, parce qu'ils ont dit peuple ardent. C'est un constat. Ils ont trouvé que le peuple congolais était ardent. Alors maintenant, nous devons nous poser la question de savoir si nous le sommes toujours. Si nous ne le sommes plus, ça veut dire qu'il y a une valeur que nous avons égarée sur le parcours et que nous devons reconquérir. Alors nous devons reconquérir cela en nous remettant en question. Nous devons, lorsqu'on est ardent, on est vif, on a la promptitude, c'est peut-être un complément à ce qu'on a dit avant, debout. Mais là, c'est un ordre, mais lorsqu'on dit peuple ardent, on constate qu'il est ardent. Et si nous avons perdu de notre ardeur, nous devons reconquérir cette ardeur. Tirez le micro devant vous, monsieur Mobimba, c'est à vous. Oui, c'est cela, le secret qui se trouve dans ces poèmes qui a été rédigé par le Père Boka. Et c'est vraiment un poème qui a été très bien réfléchi et qui reflétait la vision du monde de Père de l'indépendance des années 60. Mais après, il y a eu, comme Modeste l'a dit, la remise en question base de la décolonisation mentale de Mabika Kalanda. 64-65, 1964-1965. Pourquoi vous ne parlez pas d'abord de Maloula, non? Oui, parce que Maloula, déjà, avant l'indépendance, avec la conscience africaine, parce qu'il commence déjà avec la philosophie de l'inculturation, c'est-à-dire que les valeurs étrangères qui sont bonnes, nous voulons bien les utiliser, et ici, évidemment, dans le cadre du catholicisme, lui, il faut les inculturer, c'est-à-dire les faire entrer dans la culture congolaise de l'époque pour traduire l'âme congolaise. Et les deux philosophies vont se retrouver, la remise en question base de la décolonisation mentale. Au fait, Mabika Kalanda parle de la culture. Il faut donc que la colonisation nous a déculturés. Nous avons rejeté ce que nous sommes. Et au fait, ce n'était pas fini. Le rejet a dû continuer jusqu'à aujourd'hui. Le rejet de soi-même. Nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Parce que nous avons également parlé ici d'une récitation que nous faisions, nous, en Kikongo, pour dire qu'on nous enseignait que nous ne sommes que des idiots. Et de la déculturation, on doit rentrer dans l'inculturation. Et le président Mobutu a sorti l'authenticité. Au fait, c'est parti de la pensée de Mabika Kalanda. Et lui et
Le comité central, oui, Madrandéré en particulier, ils ont travaillé cette histoire de l'authenticité. Au départ, ils ont commencé à parler du retour, mais on a changé le recours parce qu'on ne peut pas rentrer totalement. Et c'est ce que moi j'appelle le greffage. C'est-à-dire que nous avons été coupés comme des branches d'arbres qui sont comme cela. Mais il y a de ces arbres, vous coupez, mais ils sont têtus. Vous restez même pendant 2-3 semaines. Il est coupé, mais au sol, il commence à germer. Donc on n'a pas séché. Si on rentrait, il y a une greffe qui s'est faite à la souche, on peut commencer à puiser de la sève nutritionnelle, ce qui se trouve dans la souche, pour pouvoir de nouveau régénérer, pour aller vers la résilience. Donc il faut absolument se réconcilier avec son passé, avec sa culture. Il faut commencer par la prise de conscience. Une fois qu'on a remis en question, la remise en question doit se faire à gauche et à droite, c'est-à-dire nous remettons en question la culture occidentale. Et nous remettons la nôtre ici, la traditionnelle. Et pour voir maintenant, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme socle, qui est de notre propre culture, et prendre des cultures des autres comme des apports nouveaux qu'il faut greffer au nouvel arbre à régénérescence. Merci, Monsieur Mubimba Chimba. De toute façon, les autres ont fait la même chose. Les Chinois, les Japonais, ils ont fait la même chose. Les Japonais ont envoyé le meilleur de leurs fils aller étudier en Europe, aller copier ce que faisaient les autres, aller percer le mystère qui se trouvait derrière la technologie pour venir faire une technologie proprement japonaise. Oui, Monsieur Modeste Bonigaba. Oui, lorsque nous constatons que nous n'avons pas fait la même chose que les Japonais que vous venez de citer, mais les Chinois ont fait pareil plus récemment, la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Est-ce qu'en 60, nous sommes réellement appropriés le Congo? Parce que lorsque on ne s'approprie pas une chose, mais on ne se comporte pas comme un propriétaire. Or, il faut d'abord être propriétaire et conscient de l'être pour commencer à organiser les choses. Reconnaissons-le. Est-ce que nous étions aptes à faire cet exercice? Mais c'est justement ça, c'est ça qui nous pousse à cette question-là. Lorsque Conscience africaine réagit au plan Van Bilsen, parce que Van Bilsen parle de 30 ans pour préparer peut-être cette appropriation à sa manière, préparer les Congolais à prendre son destin en main. Alors, tout le monde à l'époque, non, pas à cette époque, les consciences africaines réagissent de façon plutôt constructive par rapport à ce plan Van Bilsen, pour dire que effectivement l'indépendance, ça doit se préparer, ça ne s'improvise pas, mais à condition que eux, les intellectuels africains congolais, soient associés à ce travail de préparation. Parce que comment voulez-vous communiquer avec l'homme, monsieur tout le monde, en passant par dessus la tête de cette intelligentsia autochtone? Donc, c'était une revendication tout à fait légitime. Mais, malheureusement, au moment où on est encore en train de se demander comment faire cela concrètement, sort le contre-manifeste de la BACO, qui dit « Ah non, nous, on n'a pas de temps à perdre, nous, ça fait 4 siècles qu'on est avec l'homme blanc, donc on a déjà tout appris du blanc, nous, c'est tout de suite l'indépendance. » Alors, donc la question que vous posez, est-ce que nous étions préparés à nous approprier le Congo? Est-ce qu'on avait pris l'élan? Manifestement, le fait d'avoir refusé d'abord de comprendre ce que c'est être propriétaire, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prend conscience de ce que c'est être propriétaire. Peut-être qu'on aurait dû dire au plan Van Bilsen, pas 30 ans quand même, mais... Oui, on aurait trouvé 5 ans. Oui, mais il fallait ce minimum-là pour le passage de l'homme qui était ouvrier, auxiliaire de l'homme blanc, pour qu'il comprenne que maintenant je suis en train de devenir le vrai propriétaire de ce pays-là pour lequel j'ai travaillé, mais pour l'intérêt de celui qui m'employait. Donc, le fait d'avoir négligé de faire ce passage, nous le payons encore maintenant. Mon Bimba,
Nous payons ça? Parce que nous ne nous ressaisissons pas à temps. Et c'est là le problème. Donc même si on avait demandé 5 ans, on ne se serait pas ressaisi. La Non. preuve. Moi je dis, ce qui est arrivé, on ne peut pas le... C'était la dynamique de ce temps-là. C'était une dynamique qui sauve. Et elle a sauvé. Il faut maintenant voir comment capitaliser ce que l'on a obtenu. Comment capitaliser. Et je voudrais ici reconnecter ceci à ce que Modeste a dit au sujet de ce que, et aussi Jean-Pierre a dit, que les Japonais, les Chinois, voici ce qu'ils ont fait en imitant les autres. Mais ils ne sont pas les seuls. Et les Occidentaux, eux, ils ont commencé. Tout ce qui est en Occident, la science, la technologie, c'est imité, c'est pris de chez les autres. Je vais vous citer, par exemple, vous vous souvenez de Marco Polo et de son agenda de voyage. Tout à fait. Et c'est ça que, c'est de là que l'Europe découvre ce qui se passe ailleurs. Et les explorateurs se multiplient pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et le christianisme que l'on nous a apporté, il n'est pas le produit de l'Europe, de l'Occident, c'est le produit de l'Orient. Et l'Orient avec l'Afrique. Parce que vous vous souvenez que Jésus a grandi en Afrique, en Égypte. Il n'a jamais été en Europe. Mais au moins en Afrique, il a été. Et Moïse aussi qui a rédigé c'est en Afrique. Donc vous voyez que parfois on dit que c'est pour les Blancs, mais les chrétiens. Les chrétiens, c'est pas pour les Européens, c'est pour les Africains. Et au fait, Aujourd'hui, c'est universel. oui, aujourd'hui c'est l'universel, mais pour dire l'origine. Mais les Occidentaux ont pris ça, ils ont fait leur problème, mais ce n'est pas pour des valeurs spirituelles, mais pour les valeurs de conquête et de domination. Et dès qu'ils ont conquis le monde, ils ont dominé, ils ont rejeté le christianisme. Ils l'ont rejeté aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Alors, vous prenez également la poudre à canon. Elle vient des Chinois qui ont transmis aux Arabes et les Occidentaux ont pris des Arabes. L'algèbre. Ça vient justement de la Chine et des Arabes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le chiffre romain, c'est celui que les Romains qui avaient. Ils n'utilisent pas. En mathématiques, c'est le chiffre arabe qui est utilisé. Quand nous prenons la boussole pour que les explorateurs et les navigateurs aillent conquérir le monde, c'est la boussole qui vient de là. Mais ils ont, il faut l'apprécier, la capacité de prendre ce qui est chez les autres, de le combiner et de produire de nouvelles valeurs par l'innovation et l'imitation. Voilà, c'est ce que, et par la suite, les Chinois, les Japonais ont pris ce qui était leur, qui est parti, qui revient, ainsi de suite. Et donc, nous pouvons trouver d'autres valeurs qui sont parties de l'Afrique aussi. Oui, mais nous, en 60, disons, nous n'avons pas réussi à faire cette appropriation pour une raison bien simple, c'est qu'on nous avait coupé, on avait fait table rase de toutes nos cultures, de toutes nos connaissances, et comme oui, ça... mais plus de 58 ans après... Non, je dis en 60. Ah, mais maintenant, nous devions, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que 60, c'est déjà éloigné. On va passer la parole à Gilbert Tchibango. Oui, j'aimerais revenir un peu sur l'élan qu'il faut prendre. Oui. Ça fait longtemps qu'on le cherche, cet élan. Hein? Oui. En fait, lorsqu'on prend un élan, ça veut dire qu'il y a un obstacle à franchir. Et on prend un élan, c'est-à-dire on prend un petit recul pour s'éloigner un tout petit peu, voilà, pour courir. Alors, et lorsqu'on va arriver proche de l'obstacle, on va bander ses muscles, puis on va être propulsé pour franchir l'obstacle. Ce qui veut dire que les concepteurs de l'hymne savaient qu'on allait rencontrer des obstacles. C'est ainsi qu'ils nous ont prévenus en nous disant, on va prendre un élan. Et ils ont même dit, pour de bon, prenons le plus bel élan. Pas n'importe quel élan, le plus bel élan, c'est-à-dire le meilleur. Par le meilleur élan, j'essaie de me mettre un peu à leur place pour savoir à quoi ils pensaient réellement. Je me dis que peut-être qu'ils avaient pensé à
tous les obstacles ne sont pas de la même hauteur. Hein. Il y a des petits obstacles, là on peut faire juste un pas derrière et puis on franchit l'obstacle. Mais lorsque l'obstacle est d'une certaine hauteur, on doit prendre un élan proportionnel à l'obstacle qu'on doit franchir. Et lorsqu'ils disent pour de bon, je me dis, tiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils pensaient peut-être à ce que quand vous prenez cet élan-là, il ne faut pas le faire juste une fois et puis c'est fini. Non, il faut que l'effort soit continu, soit constant dans le temps et continuer l'effort. Alors, lorsque je pense à tout cela, je me dis, tiens, nous sommes loin de là où nous devions être. Donc, encore une fois, l'opportunité de ce sujet est que nous devons nous approprier toute cette philosophie, oui, voilà, appelons ça philosophie, et qui peut nous rendre meilleurs. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai amené aussi ce livre ici, où quelqu'un est devenu meilleur en faisant référence à un passage de l'hymne national. C'est un type qui a fait longtemps en Europe, pour vous donner un peu le contexte dans lequel il a eu à connaître cette mutation-là. Il a fait longtemps en Europe, il a étudié, puis il est revenu, mais il a rencontré une situation, il a été victime d'une situation injuste qui était difficile à digérer. Alors il s'est dit, je rentre en Europe et je ne mettrai plus jamais mes pieds dans ce pays, qui est pourtant le mien. Et en conclusion, il est resté en Europe, il est bon. Donc quelqu'un l'a appelé au téléphone, a essayé de lui faire comprendre que sa décision-là n'était pas vraiment rationnelle. Cela est resté dans son esprit, il a commencé à réfléchir à ça, et puis un jour il s'est dit, finalement c'est mon pays, je suis Congolais. Personne ne peut me prendre mon pays. Maintenant, je vis ici comme un exilé, un apatride. Parce que même cette intégration-là, elle n'a jamais été tout à fait... En conclusion, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est rentré, il a fait des bonnes choses. L'hymne que mes pères m'ont légué me dit, debout, Congolais. Alors, je me lève et je dresse mon front, je rentre dans mon pays pour mettre à contribution mes connaissances pour le développement de mon pays. Alors, je pense que ce type-là est devenu un homme différent de ce qu'il était avant, grâce à cette sagesse-là. Cette prise de conscience. Alors, bon, on va continuer parce que là, on n'avait pas terminé la fois dernière. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. On s'arrête un peu là. Qui a un commentaire à faire? Le commentaire ne peut... Non, mais on ne peut assurer la grandeur de la société que par le labeur. Et en prenant un bel élan. Les bels élans prendre conscience. Il faut une prise de conscience qu'on a trop pataugé. Alors il faut que cette fois-ci, que ça ne marche pas. Et c'est une affaire collective, ce n'est pas une seule personne. C'est vrai qu'il y a toujours ceux qui portent le flambeau, les prévoyants, dont nous parlons souvent ici. Il faut des prévoyants qui disent stop. La création a trop duré. Maintenant, prenons un plus bel élan. Et dans le travail, le labeur, pour que nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant, et également notre expression... Nous peuplerons ton soleil, pour assurer la grandeur. Ta grandeur. La grandeur. Hein? Et comme l'autre disait, peuple grand. Hein? Ben, les étudiants disent que il est peuple grand, mais ivre à jamais. Au lieu de libre à jamais. Oui. Les étudiants se moquent de... Hein? J'ai dit, c'est les mêmes compositeurs. L'idée des grandeurs, pas seulement la superficie du pays, mais l'idée des grandeurs, de sortir les femmes et les hommes qui sont grands par leur travail, par leur réflexion, par leur intelligence, par la puissance de leur personnalité. Mais pas grands simplement parce que nous avons les sous-sols et les sols. Non, les sous-sols et les sols, c'est pas vous qui avez fait ça. Et la dimension, c'est pas vous qui l'avez faite. Et donc, quelle est la grandeur? Elle se trouve à quel niveau? Voilà la question. Donc, effectivement, on nous invite à nous poser la question de savoir ce que nous faisons, quels gestes nous posons pour faire la grandeur de ce pays. Et donc, chaque jour, quand nous nous réveillons, nous devons nous poser la question,
on n'aura rien créé, puisque d'autres, ce leitmotiv a été donné ailleurs, aux États-Unis. Mais c'est quelque chose à retenir. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour assurer la grandeur du Congo? C'est une question que je crois nous devons inviter nos téléspectateurs à se poser tous les jours, et nous-mêmes d'ailleurs, pourquoi pas. Question intéressante. Oui, on ne pouvait pas assurer la grandeur du Congo sans l'avoir d'abord, sans en avoir pris possession réellement. Parce que j'ai l'impression que la faille qu'il y a dans le dispositif se situe là. Vous héritez d'un grand Congo. Je vais vous rappeler que en 58, lorsque se tient le premier congrès panafricain à Accra, eh bien, il y a quelques Congolais qui sont invités, Lumumba et Diomi et autres, mais ils arrivent parce que l'organisation ne savait pas qui ils étaient, ils ont un peu tourné en rond finalement. C'est Mugabe ici qui les entend parler Swahili, parce que lui, il a vécu longtemps en Tanzanie. Donc il comprenait Swahili, il s'approche d'eux. Il dit, vous venez d'où? Non, nous venons du Congo belge, mais apparemment ici, les gens ne nous ont pas encore abordés, etc. C'est lui qui va dire à Nkrumah et à Sékou Touré qu'il y a la délégation du Congo belge. Mais pour eux, le panafricanisme n'avait aucun sens sans le Congo belge. Et ils vont donc le prendre Lumumba et sa délégation pour dire, mais tout ce que nous faisons ici, c'est tout parce que vous êtes là. Parce que c'est du Congo que doit partir cet élan-là vers l'unité continentale. Donc déjà en 60, 58, 60, on sait que le Congo est le maillon le plus important dans la décolonisation de l'ensemble de l'Afrique et dans l'unité de l'Afrique. Alors, donc, lorsque vous avez pris possession d'un pays aussi important géostratégiquement, ben à ce moment-là, vous devez vous mettre à la hauteur de... Absolument. Non, et c'est ça qui a manqué. Donc, en 60, il y a eu des gens qui ont pris les choses, mais ils n'ont pas vraiment compris que, comme disait France Fanon, c'est ici qu'il y avait la gâchette du revolver Afrique, malheureusement. C'est donc ça qui a... Et nous n'étions pas les seuls, nous avions derrière nous des gens qui nous... Bon, il ne faut pas toujours les accuser, hein, c'est notre faute. On a demandé l'indépendance immédiate, il fallait s'assumer. N'est-ce pas, monsieur Gilbert? Oui, c'est effectivement ça. Mais lorsque nous disons faire de notre pays, il faut qu'il soit plus beau qu'avant. Avant, c'est-à-dire quand? Quand je pense à ça, je me dis, peut-être que les concepteurs de l'hymne national voulaient que nous partions de 1960 comme référence pour dire... Ils ont fait ça, nous... Voilà, faisons de sorte que notre pays soit meilleur que ce qu'il était en 60. Alors, pour cela, il faut qu'on sache, il était comment en 60 ce pays? Alors, un état de lieu s'impose pour dire... comment vivait le Congolais moyen, comment était le système sanitaire, le système de transport. Alors, on étudie tout ça et on se dit, premièrement, revenons à ce que le pays, ramenons le pays à la situation où il se trouvait en 60, et une fois qu'on aura retrouvé cette situation-là, alors on se dit, maintenant, on va le rendre meilleur que ce qu'il était en 60. En faisant cet exercice... on va donner complètement raison à Van Bissen. Mais enfin, continuez la réflexion, il ne faut pas que je vous coupe. Oui, alors je me dis, bon, si ils ont pensé cela, je pense que c'était possible. Alors, faisons-le. Moi, je pense que avoir 1960 comme une référence, ce ne serait pas une mauvaise chose. Oui, oui. Un petit commentaire. Oui, moi je dirais que c'est déjà une bonne chose de penser 1960, mais moi je dirais que l'avant ne peut pas être que 1960. L'avant restait l'avant pour chaque génération. La génération maintenant, d'aujourd'hui, qui est en train qui est une génération active
Pas seulement des dirigeants, mais partout qui sont dans le travail, qui sont actifs. Aujourd'hui, l'heure avant, c'est la génération, c'est notre génération, la génération des parents. Aujourd'hui, ce sont les enfants qu'on trouve un peu partout. Et nous, notre avant, c'était la génération d'un peu de peut-être 60. Et ceux de 60, et aujourd'hui, donc, il y a la nouvelle génération qui peut dire que voilà, nos pères là qui ont travaillé du temps de la Deuxième République, la Troisième République, ils ont tapé à côté. Mais nous allons faire plus qu'avant. Et avant, donc, c'est que nous, par rapport à nous. Parce qu'il faut, comme souvent je le dis, il faut bâtir pierre sur pierre. Ceux qui étaient avant, même s'ils ont fait des erreurs, c'est vrai, on fait des erreurs, mais il y a quand même une petite... Nous cherchons ce qui est des positifs qu'ils ont fait, et sur ces positifs, nous bâtissons là-dessus. Et une génération qui vient bâtir de nouveau, mais plus beau qu'avant. Et ainsi, on progresse. Et pour y aller, comme je le dis souvent, la prise de conscience est importante. Et la prise de conscience va nous amener à la traduction de toutes ces idées, toutes ces pensées, à les traduire par les programmes scolaires, à les traduire par des thèmes de recherche scientifique, à les traduire à travers des dynamiques d'action. L'action de toutes parts, dans la production, dans les secteurs privés, publics. L'action doit être étendue par cette philosophie. Regardez juste une idée Kibambi. J'ai posé des questions aux enfants, aux jeunes de 25 à 30 qui ont terminé l'université. C'est pas ceux qui n'ont pas étudié. Ils n'ont jamais étudié réellement l'histoire du Congo à l'école. C'est grave. Aujourd'hui. On étudie. Je pose la question, je dis non, de temps en temps on parlait de la conférence de Berlin de 1885. Oui, on nous a parlé de l'indépendance, Kasavubu et Lumumba, il y a eu ceci. C'est tout. Rien. Mais toute l'histoire est faite de quoi? De Charlemagne, de Napoléon. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. D'accord. C'est une aberration. Et donc, ce que je retiens de ce que vous dites, il faut assumer tout ce passé. Qu'est-ce que les vieux ont fait, les pères de l'indépendance ont fait de positif? C'était pas beaucoup peut-être, mais le peu qu'il y a, retenons-le. Qu'est-ce que du temps de Mobutu on a fait? Il y a que des négatifs? Non. Le positif c'est quoi? C'est ceci, on retient. Et qu'est-ce que... Nenga, c'est quoi encore? C'est quoi? Oui. Bon, d'accord. Il fallait me prévenir. Bon, qu'est-ce que Mzee a fait? Et ainsi de suite, ne pas renier son passé, au contraire, prendre ce qu'il y a de meilleur dans ce que les autres ont posé comme acte. Et pour cela, encore faudrait-il avoir pris connaissance de ce que les autres ont fait. Et en cela, il faut déplorer cette destruction mentale de tout ce que les autres ont fait, le prendre pour rien. Eh bien non, parce qu'à ce moment-là, ceux qui viendront dans 10, 20 ans, 30 ans, feront le même exercice, on ne pourra pas s'en sortir. Monsieur Modeste Bouligara. Oui, mais justement, c'est le vrai problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas eu le temps de nous donner une ligne directrice. Parce que s'il y avait eu cette ligne directrice, ce serait par rapport à cette ligne que on viendrait ajouter ce qu'il y a de bon pour chaque génération, chaque république, etc. Et on progresserait de façon plus harmonieuse. Mais il se fait que la ligne, on l'a pas. Quand Mabika Kalanda dit qu'il faut vraiment nous remettre en question pour nous demander ce que la colonisation, voilà encore, c'était un exercice qui pouvait s'effectuer à ce moment-là. Qu'est-ce que la colonisation nous a apporté de positif? C'était la remise en question. Vous dites, bon, on n'a pas, ils nous ont déstructurés mentalement, ça c'est clair, il faut nous restructurer nous-mêmes mentalement. L'exercice n'a pas été fait. L'exercice n'a pas été fait. Donc nous avons continué un exercice sans cela qui encadrait la chose. Donc nous nous sommes retrouvés avec un encadrement autochtone, mais qui n'avait pas de boussole. Résultat, dans les années 80, je me souviens, un grand professeur, je crois américain, Crawford Young, a écrit pour dire que on avait régressé pour atteindre le niveau de 1910.
donc en 80. Alors vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, en 20 ans d'indépendance, au lieu de continuer à progresser, vous régressez de 50 Alors ans. que nous, on chantait Objectif 80, premier, Sifa, deuxième, etc. troisième, Toko Dibango. Voilà. Donc, vous voyez que le drame pour nous, c'est ça. C'est que, au départ, nous avons pris un mauvais départ. Nous avons cru que les choses allaient continuer tout seuls, Au lieu de nous fixer un au objectif. lieu de nous fixer un objectif et de choisir les hommes et les femmes en fonction des défis qu'il y avait à relever, et non en fonction d'autres considérations qui n'avaient rien à voir avec cette ambition qu'il fallait avoir pour le Congo. Ce n'est pas trop tard. Une minute pour votre conclusion, monsieur Gilbert Tubangou. Oui, pour ma conclusion, j'aimerais parler de don béni. Ça se trouve dans notre hymne national. Un don, c'est quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un, De Dieu. qu'il vous, Don béni. il vous transfère cette propriété, ça devient à vous. Parce que nous avons aussi parlé autour de cette table de l'appropriation du pays. Alors, on a reçu comme don le Congo, notre pays. Et on ajoute béni. Béni, ça veut dire qu'on a appelé la protection de Dieu sur le Congo. Alors, si on a reçu un pays de la beauté dont nous parlons souvent et de la dimension que tout le monde connaît, qu'on a qualifié même de sous-continent, et en plus il est béni, je pense que nous devons nous estimer heureux, mais ne pas tomber dans le piège de dire nous avons un grand pays, nous avons un beau pays. Non, on ne peut pas s'arrêter là, mais nous devons suivre tous les ordres qui nous sont donnés dans l'hymne national. Nous avons reçu notre pays dans l'état où on nous l'a donné, mais faisons de sorte qu'il soit meilleur qu'avant. Voilà. Pour léguer un beau À pays à notre notre tour, postérité. à notre postérité. Oui. Bobimba Ashimba. Oui, si on n'arrive pas à tout ça, le gros problème, c'est le degré d'aliénation qu'on a atteint. Ce degré est tellement fort qu'on n'arrive pas à se prendre en charge et à s'approprier le Congo. Parce que on vient dans le village, venant du village ici, même les enfants qui sont nés, ils trouvent que notre place n'est pas là, il faut aller à l'étranger, parce que c'est là qu'il y a le bonheur. Et ceux qui sont des villages, ils viennent ici, parce qu'ici, d'ailleurs vers les années 60, on s'appropriait des maisons abandonnées par les colons, l'Obema, parce que ça, au fait, c'est la cueillette, quoi, la gratuité, il faut aller ramasser. Pas bâtir, mais ramasser ce qu'on doit ramasser. Et de là, on est entré dans la logique de la prédation et du mercenariat. On devient des sous-traitants. Enfin, la plupart des intelligences de notre pays deviennent des sous-traitants. Ils sous-traitent le pays en faveur, au profit des étrangers. Et la sous-traitance, là, vous voyez que chacun, pour parler, même nous ici, pour prendre de la valeur, quand quelqu'un, un occidental, dit que, mais oui, mais Kibambi, toi, tu es vraiment, tu es d'ailleurs plus intelligent que, alors que tu vois Kibambi, il dit, voilà, ici, c'est moi qui Mais pourquoi tu cites pas, c'est ça, pourquoi Kibambi, vraiment? Oui, mais c'est parce que c'est juste à côté de moi. Alors, il souffre, ce Kibambi. Oui. Donc, et c'est là le problème. Le degré d'aliénation mentale, il est très fort. Et il fait que nous n'arrivons pas à nous approprier ce que nous sommes. Et nous sommes comme étrangers chez nous. Et nous faisons la prédation et nous faisons la sous-traitance en faveur des étrangers. Et donc, on ne prendra jamais l'élan de dire nous faisons quoi que ce soit. On ne peut rien bâtir. Il n'y a aucun labeur. Il n'y a rien à travailler. Merci. Une minute aussi pour... il est parti, il a une envolée oratoire. Il a tout dit. Il faut d'abord être propriétaire du Congo pour le bâtir avec l'amour qu'il faut y mettre. Pour être entrepreneur, créer des entrepreneurs qui vont créer les richesses. Il faut des Congolais qui puissent avoir cette mentalité de conquérants. Propriétaires conquérants. Ils doivent aller à la conquête d'abord déjà de leur pays, parce qu'il est aujourd'hui
Il est immense et puis il n'est pas encore devenu leur propriété. Il faut aller le conquérir, ce pays. Oui. Donc, c'est effectivement, d'abord, c'est l'approprier. Il n'est pas possible de faire autrement que d'abord se l'approprier avant de passer à l'étape suivante. Et si vous vous appropriez ce pays, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un menacer dans le marché tout le monde avec un couteau. Il ne faut pas le tuer, il faut lui dire non, monsieur, ça ne se fait pas ici. Parce que, en fait, c'est pas ça le thème. Bon, je termine juste 30 juin. Le 30 juin, jour sacré, sois le témoin. Jour sacré, donc 30 juin, sois le témoin. Si le 30 juin est le témoin et qu'il regarde ce que nous faisons, non mais franchement, est-ce que nous serions fiers de ce que nous sommes devenus parce que nous portons de beaux costumes, parce que nous avons des beaux habits, de belles voitures sur nos boulevards, même sur des routes impossibles à... Non. Et qu'est-ce que nous léguerons à notre postérité, comme on nous invite là? C'est le moment de se remettre en question, de se dire, nous avons dansé le cha-cha-cha, pourquoi pas, nous avons joui de ce que nous avons eu, maintenant il est question de léguer ce pays à nos enfants qui continuent à naître, à nos petits-enfants qui continuent à naître. Si nous les aimons, nous devons leur léguer un pays extraordinaire. Et tout est ici. C'est une véritable remise en question à laquelle nous vous convions après avoir suivi cette émission. Je crois que ce n'est pas avec sourire que je veux la terminer, parce qu'il n'y a pas de quoi sourire, il y a de quoi pleurer. Et quand on a véritablement versé des larmes, c'est pour faire un saut qualitatif et rendre fiers ceux à qui nous léguerons ce pays. Je vous remercie.